Et notre invitée du jour est professeure, c'est Anne-Sophie Nogaret, auteure du Mammouth au Titanic, un ouvrage dans lequel il est question de bac, de conseil de discipline, mais aussi d'immigration, de Charlie Hebdo, de conseil de classe, d'immigration, et j'en passe. Un livre d'environ 300 pages aux éditions L'Artilleur. Bonjour Anne-Sophie Nogaret. Alors, c'est un livre qui n'est pas un réquisitoire contre la machine d'éducation nationale, mais plus, qui porte plus sur les acteurs qui font l'éducation nationale, sur les professeurs, sur les élèves, sur des anecdotes, des petites histoires parfois drôles, et sans pitié avec le politiquement correct et avec votre employeur, l'éducation nationale. C'est un livre qui commence en 1998 avec un traumatisme pour vous, avec les corrections du baccalauréat, et une phrase qui revient plusieurs fois: le contenu d'une copie n'intervient pas dans sa notation. Oui, tout à fait. Donc c'est une phrase qu'on m'a dite, que je n'ai jamais vraiment oubliée, puisqu'on m'avait convoqué, enfin comme je raconte dans le livre, mais je corrige des copies qui sont mauvaises. Donc je mets les notes en conséquence, et en fait ça a créé une espèce de, je sais pas comment dire, de drame. On m'a déchargé des candidats qui devaient passer l'oral de rattrapage du coup, et on m'a ensuite convoqué pour m'apprendre que les notes que j'avais mises avaient été changées, et que de toute façon le contenu d'une copie n'intervenait pas dans sa notation, qu'il fallait se référer à la moyenne académique, sachant que, en l'occurrence, il s'agissait des deux lycées centre-ville de la ville où j'exerce, qui est Rouen. Il convenait d'être au-dessus, que j'avais donc failli à ma mission, et que donc on avait corrigé le tir, et qu'il fallait que je me tienne bien après, parce que sinon je ne corrigerais plus le bac. Voilà. Donc c'est très traumatisant, parce que c'est vraiment un désaveu en fait, vis-à-vis des profs, des correcteurs. Et après cet épisode, vous avez abandonné l'enseignement pendant 8 ans. Alors, pas immédiatement après, parce que je n'ai pas tout de suite obtenu la disponibilité que je demandais. Donc, j'ai dû attendre 3 ans. En fait, j'ai dû ronger mon frein 3 ans. Et effectivement, ensuite, pendant 8 ans, j'ai œuvré dans toute autre chose. Vraiment, mais c'est ce qui a fait que j'ai voulu impérativement faire autre chose, c'était cet épisode-là. Que j'ai vécu comme une humiliation et un désaveu, d'autant que les collègues m'ont dit: voilà, t'es mignonne, oui, oui, on sait, c'est moche et tout, mais voilà, c'est comme ça, donc surtout n'en parle pas. Enfin, bon, et donc je me suis dit: ah ben d'accord. et donc pendant 8 ans, j'ai fait autre chose, et c'était une nécessité vitale. Et vous êtes, pour situer, vous êtes professeur de philosophie, ce qui fait que vous êtes spécialement, disons, vous êtes en première ligne face à la baisse de niveau, puisque finalement la philosophie reste quand même quelque chose de complexe pour des élèves, et plus ils sont mauvais, plus c'est complexe, si on peut dire les choses ainsi. Et malgré tout, vous êtes revenu à l'éducation nationale, à vos premiers amours, si je puis dire, avec une affaire que vous développez à plusieurs reprises dans le livre, qui est l'affaire Daouda, qui est une affaire de violence, en tout cas de violence verbale avec un élève. Alors c'est pas... Oui, alors c'est ça évidemment, mais c'est pas dans l'affaire que nous appellerons donc l'affaire Daouda. Ce n'est pas ça le pire. Donc c'est un élève qui effectivement m'a traité de salope, a dit qu'il voulait me casser la gueule parce que je faisais trop ma maline, qui a craché sur sa table, et un élève qui 3 semaines avant m'avait dit: nique ta mère, parce que je lui demandais son carnet de correspondance. Bon. Et là je lui demandais de se débarrasser de son chewing-gum, il n'avait pas aimé. Bon. Donc ça arrive, mais ce qui m'a le plus troublée et pareil perturbée dans cette histoire, ce n'est pas tellement cet élève, c'est davantage les réactions qui s'en sont suivies du côté de l'administration et du côté de mes collègues, où en fait cet élève-là a été soutenu, on peut le dire, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, il a été soutenu par l'administration. Alors on a sous-entendu, alors sans me le dire ouvertement, mais ça m'est revenu par des bruits de couloir, qu'en fait j'étais raciste, je le harcelais, je le persécutais. Et donc très clairement, il y a eu une espèce de mascarade que je décris dans le livre, enfin, qui s'appelle Commission éducative, où il est parti vraiment, mais sous les encouragements de la foule. Enfin, ramené par un de vos prof, collègues, l'a ramené en voiture. L'a ramené en voiture, parce que le pauvre, il était quand même, il faisait nuit, tout ça, bon. Et moi, personne, enfin c'est comme si je n'avais pas été là.
Et j'ai appris ensuite, donc effectivement, le bruit qui courait, c'est que j'étais raciste, puisque Daouda était d'origine malienne ou sénégalaise, je ne sais plus. Voilà, enfant d'une très nombreuse fratrie, etc. Et justement, aujourd'hui, est-ce que vous pensez, avec votre expérience de professeur, c'est peut-être plus facile dans certains quartiers, ou en tout cas dans certaines écoles, d'être musulman et noir que blanc et catholique, par exemple? Oui, je le pense, oui. Parce que les professeurs ont peur ou... Oui, il y a une espèce de malaise, alors qu'ils ne le reconnaîtront jamais, enfin, ils ne le diront jamais comme ça, mais il y a une terreur chez les enseignants qui sont quand même majoritairement de gauche, hein, je ne trahis pas un secret en disant ça, et ils ont la hantise absolue de passer pour racistes ou islamophobes. Bon, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, enfin bon. Et donc, quand ils ont affaire à un public majoritairement ou en grande partie issu de l'immigration ou musulmans, ils éprouvent effectivement une forme de malaise, mais qu'ils ne vont pas du tout admettre, qu'ils ne vont pas du tout reconnaître, et qui va se manifester par une grande mansuétude, on va dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas très à l'aise, donc on va être très gentil pour surtout qu'il n'y ait pas de conflit. Et lorsqu'il y a des dérapages, on trouvera des excuses, on privilégiera le dialogue, la compréhension, l'écoute, et jamais la sanction, parce qu'en réalité, ce n'est pas par amour de ces élèves qui font ça, c'est par peur, et notamment par peur d'éventuelles représailles. Voilà. Donc effectivement, il se pratique. Alors, les lycées par lesquels je suis passée, il y en a un qui était en ZEP où heureusement je n'avais que 2 classes et heureusement je n'y suis restée qu'1 an. Mais oui, où j'ai pu voir effectivement qu'il y avait quand même un laisser-faire coupable, je dirais. Donc une certaine culpabilité de vos collègues, mais vous n'êtes pas tant non plus avec les élèves. À propos de certains, vous dites, si je ne me trompe pas, que certains auraient plus leur place en tôle, donc en prison. Certains relèvent de la psychiatrie et d'autres sont même irrécupérables. Et c'est un bon professeur qu'un professeur qui justement admet que certains ne sont pas récupérables par lui. Alors oui, alors pour les élèves en tôle, le fait est que dans certains lycées, on a des élèves qui sortent de tôle. Enfin, je veux dire, c'est pas juste qu'ils devraient être en tôle, c'est qu'il y a des élèves, moi ça m'est arrivé par exemple, une année, le proviseur m'apprend que, ah bah tiens, dans votre classe, vous avez 4 dealers. J'étais là, d'accord, bon, je ne savais pas. Oui, 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 donc elle me dit les noms, alors machin fait ci, c'est le trésorier, truc qui fait ça, c'est celui qui s'approvisionne, machin. Mais bon, ils sont surveillés, elle m'a dit, de toute façon, vous risquez de ne pas les voir toute l'année parce que il n'est pas impossible qu'ils aillent en prison entre deux. Enfin bon, j'étais là, d'accord. Et j'avais une amie qui était dans un établissement où elle recevait, enfin elle avait des élèves qui sortaient de prison et qui revenaient au lycée. Donc ça, c'est une réalité. Les cas psychiatriques, oui, enfin il y a des enfants qui vont mal, alors qui peuvent se faire du mal à eux-mêmes ou être agressifs envers les autres, et notamment les profs, etc. Enfin, quand je dis psychiatrique, c'est pas uniquement des élèves violents, ça peut être des élèves qui ont vraiment des troubles de dépression très graves, enfin d'anorexie, qui s'automutilent, enfin des psychoses, mais qui ne troublent pas spécialement le cours, qui n'agressent pas spécialement le prof. Et voilà, et effectivement, les profs ont souvent une espèce, on va les sauver. Non, il faut admettre qu'on a nos limites professionnelles et humaines, et que le métier qu'on pratique, c'est professeur, c'est pas autre chose. Et je pense pas quand je dis irrécupérable, c'est pas irrécupérable, des élèves irrécupérables dans l'absolu. C'est juste que dans le cadre scolaire où normalement ce cadre existe pour qu'on transmette un savoir dans des conditions quand même de calme et de tranquillité favorables justement à l'apprentissage, le prof ne peut pas, n'a pas les compétences et ce n'est pas le lieu pour s'occuper de ces élèves-là. Alors vous dites aussi dans l'ouvrage que vous êtes accompagné lors de vos rendez-vous au rectorat ou auprès d'un inspecteur, je ne sais plus exactement, vous êtes accompagné d'un délégué syndical puisque vous êtes syndiqué. Oui.
Et alors, quelle place, justement, jouent les syndicats dans ce Titanic? Alors, les syndicats, donc moi je suis syndiquée parce que la personne, pour être honnête, la personne qui s'occupe de ce syndicat-là, c'est pas le syndicat que j'ai choisi, c'est la personne en fait, voilà. Donc c'est une personne que je connais, enfin, que je trouve calme, efficace, pas du tout hystérique, enfin très fiable. Voilà. Donc c'est pas le syndicat en question qui m'interpelle plus que ça, c'est vraiment la personne. Et les syndicats, sinon le fait est que ils cogèrent l'institution, enfin, et donc ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire qu'ils sur les questions de mutation, ils participent aux commissions qui décident des mutations. Donc voilà, ça a un effet d'être syndiqué là, effectivement. Mais surtout ce qui concerne, et la personne que je connais, donc grâce à laquelle je me suis syndiquée, me l'a dit, enfin plus ou moins, elle m'a dit voilà, de toute façon tout ce qui concerne la pédagogie, tout ce qui concerne les problèmes d'incivilité, d'islamisme à l'école, on ne peut pas en parler. Parce que jamais quelqu'un du rectorat ne reconnaîtra que ça existe. Professionnellement, ils ne peuvent pas, leur fonction leur interdit de le faire. Et donc il dit effectivement, même si on leur en parle, ils répondront à côté, ils parleront d'autres choses, enfin voilà. Et donc du coup, implicitement, comme ça, il m'avait indiqué quand même lui-même un peu les limites de l'action syndicale, qui est efficace sur des points, voilà, les moyens, les retraites, les mutations, voilà, mais qui sur les questions quand même, à mes yeux essentielles de pédagogie et de conditions d'enseignement, sont inefficaces. Enfin, alors vous parlez également d'une des grandes valeurs de la République qui est l'égalité. Vous dites, il me semble que c'est même un sous-chapitre, une sous-partie, qui est une égalité à géométrie variable avec selon les élèves traités, selon l'origine de l'élève, l'individu sera traité différemment. Et vous parlez aussi de la planification et qu'il faut maintenir le nombre d'obtentions du bac et même aujourd'hui le nombre de mentions. C'est quelque chose qui a évolué dans les 2 dernières décennies. Oui, alors pour cette deuxième partie de votre question, oui, de toute façon il y a eu c'était Chevènement et Jospin qui ont dit voilà, il faut 80%, à l'époque c'est à 80% d'une classe d'âge qui doit avoir le bac dans les années 90. Et donc c'est ce qui a défini, ce qui a suivi, donc effectivement une espèce de forcing pour donner le bac encore plus facilement qu'il n'était donné avant. Et j'ai remarqué, enfin, comme je pense tous les Français dont les enfants ont passé le bac, c'est une espèce de foison de mentions comme ça, complètement délirante, qui n'existait pas avant, et donc qui ne peut venir évidemment que de consignes données par le ministère. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais on ne peut pas expliquer ce foisonnement de mentions par une hausse du niveau des élèves, ça non. Donc si elle se produit de façon aussi soudaine et aussi évidente, c'est qu'elle est due à des consignes. Il est aussi question de l'héritage de mai 68 et quelque chose de plus étonnant dont on parle moins, parce que l'héritage de 68, on en parle beaucoup dans le cadre de l'éducation nationale. Vous pointez du doigt la pédagogie d'encouragement qui vient des États-Unis et qui, selon vous, est un échec en France. Qu'est-ce que c'est que cette pédagogie d'encouragement? C'est ce qu'on, comme son nom l'indique, c'est une manière d'enseigner, on va dire, qui consiste à survaloriser tout ce que fait l'élève sans jamais juger de façon négative ce qu'il fait. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, ce qui sera sûrement beaucoup plus clair, l'élève rend une copie, c'est génial, et il faut valoriser le fait que quand même il a fait un geste, il a rendu sa copie. Alors après que la copie ait du sens, qu'elle n'ait pas de sens, on ne va pas en parler. Qu'elle soit bien écrite, mal écrite, on ne va pas en parler. Qu'il ait travaillé, pas travaillé, on ne va pas en parler. Voilà. Et donc, du coup, c'est ça, la pédagogie de l'encouragement, ça consiste à dire que quoi qu'on fasse, dès qu'on fait quelque chose, c'est bien, mais ce qu'on fait n'est jamais évalué en termes de valeur intellectuelle ou de travail, ou de... Voilà, c'est « il a déjà fait ça », c'est très bien. Et donc, du coup, c'est une façon de faire très critiquable, je trouve, dans la mesure où ça revient en fait à considérer que l'élève est un peu déficient quand même.
Voilà, et qui serait traumatisé qu'on évalue ce qu'il fait, alors que non, enfin non. Alors dans l'ouvrage, vous alternez des petites histoires sur votre expérience personnelle avec des dialogues parfois assez croustillants, notamment avec des personnages à qui vous donnez des surnoms, notamment un proviseur qui s'appelle Simba, il me semble, comme dans le Roi Lion, pour ceux qui connaissent un peu ces dessins animés, et des passages plus, disons, coup de gueule, et aussi quelques références plus à l'histoire des idées, notamment une critique assez acerbe de la méritocratie républicaine de Bourdieu. Qu'est-ce qu'il en est, vous ? Alors, une critique de la méritocratie de Bourdieu. Bourdieu, en fait, a remis en question justement le système républicain méritocratique, hein, l'idée selon laquelle la République permettait l'élévation intellectuelle et sociale de gens, même de milieux très pauvres, etc. Pour résumer ça en une phrase, il disait, voilà, en fait, ceux qui méritent, donc ceux qui, soi-disant, ont réussi par leur mérite scolaire, etc., en réalité héritent. Donc ce qu'il voulait dire, c'est que ce système-là favorise les enfants de la bourgeoisie, puisque la bourgeoisie a déjà ce capital culturel qui était enseigné à l'école. Bon. Et donc, par cette critique, il dit, voilà, le mérite, en fait, républicain, c'est une illusion, puisque ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont déjà ce bagage, et ce sont les bourgeois. Et donc, et la classe dominante. Donc, pour supprimer cette domination, en gros, il faut supprimer la transmission de ce capital bourgeois. Comme ça, chacun pourra réussir. Sauf que, là, je pense qu'avec le recul, on peut quand même dire que cette analyse est fausse dans la mesure où, à partir du moment où on a appliqué les thèses de Bourdieu sur le fait qu'il fallait arrêter de transmettre la culture bourgeoise pour faire cesser la domination de la bourgeoisie, en réalité, on se rend compte qu'il y a, alors je ne sais plus, je crois que c'est 3 fois moins d'enfants d'ouvriers dans les grandes écoles qu'avant. Donc le système méritocratique sélectif à l'ancienne permettait 3 fois plus que maintenant la progression sociale des enfants de classe populaire. Alors, il y a quelque chose qui est assez frappant dans votre livre, c'est que souvent, quand on parle de l'éducation nationale, et qu'on en parle de manière critique, on dit souvent que le niveau des élèves est catastrophique, les élèves ont tous les torts, les élèves ou leurs familles qui ne leur donnent pas justement un capital culturel, ou en tout cas, ou même qui ne s'en occupent pas du tout. Mais vous pointez quand même vraiment beaucoup du doigt le fait que certains de vos collègues ne sont pas au niveau, en fait, qui ne s'intéressent pas à ce qu'ils font, et qui n'ont finalement pas envie de jouer le rôle qu'ils transmettent. Oui, alors en même temps, ils ne font que se conformer aux consignes qu'on leur donne. Moi, on m'a dit au rectorat, suite à l'affaire Daouda, où j'ai été convoquée, puisque j'avais porté plainte, et que nécessairement on est convoqué, on m'a dit « Ah, mais Mme Nogaret, vous êtes très mignonne, mais votre métier ne consiste absolument pas à transmettre un savoir. Vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour éduquer. » Bon, très bien. Donc là, ces profs qui ne transmettent plus, je dirais qu'à la limite, ils ne font que faire ce qu'on leur demande, en réalité. Alors peut-être ça leur convient bien, mais ça c'est une autre affaire. Mais le problème, ce sont les consignes qui sont données, où on dit effectivement pour que tout le monde réussisse, on a cette illusion aussi que pour que tout le monde réussisse, il faut supprimer tout contenu de savoir, et surtout les contenus un peu compliqués. Donc en maths, oulala, c'est un peu compliqué, donc on enlève toutes les parties les plus abstraites du programme. On supprime Aristote aussi, vous évoquez Aristote qu'il faut supprimer dans... Alors, non, Aristote est toujours au programme. Là, c'était simplement une prof qui m'avait dit, justement, pleine de bonnes intentions, qui m'avait dit comment tu oses faire Aristote avec des élèves de STG, donc de section technologique, mais ils en ont rien à foutre, tu veux les humilier, tu leur balances ton savoir comme ça du haut de ta chair, tu ne te rends pas compte, comme si j'avais fait quelque chose d'atroce. Alors que cette dame était vraiment pleine de bonnes intentions. C'était quelqu'un de très sérieux et qui pensait vraiment ce qu'elle disait. Mais donc voilà, et en même temps, elle était fidèle à ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire effectivement éviter toute difficulté potentielle. On préjuge que l'élève, de toute façon, ne saura pas faire. Voilà. Et surtout s'il vient de milieux populaires, où là, vraiment, ils sont... Bon, il y a une partie, un chapitre qui s'appelle « Les pauvres ont-ils un cerveau ?» Parce que c'est vrai, quand on entend certains profs ou les gens du rectorat, on se demande si effectivement les pauvres ont un cerveau, parce qu'on nous dit « faut pas faire de choses trop compliquées, ça les humilie, faut pas évaluer ce qu'ils font de façon négative, parce que c'est un traumatisme pour eux », comme s'ils étaient vraiment démunis. Alors,
Parce qu'en fait, ce qu'on ressent aussi par rapport notamment aux épisodes avec je crois que c'est un DRH de l'Éducation nationale, c'est que les professeurs en fait ne sont pas libres, puisqu'ils sont systématiquement soumis à des obligations issues de l'administration. Finalement, ils ne sont pas vraiment libres d'appliquer même les programmes qui leur sont donnés. Alors, c'est difficile de répondre à cette question. On peut le faire. On peut le faire, sachant que donc on risque d'être. Alors en philo, on échappe un peu à ça, mais dans d'autres matières comme le français par exemple, ou les langues, on peut faire, mais sachant qu'on sera très mal noté par son inspecteur puisqu'on ne respectera pas les consignes. Donc un prof de langue par exemple qui fait de la grammaire ou qui traduit le vocabulaire à ses élèves, s'il est inspecté, bon alors là c'est sûr que ça va mal se passer parce que les consignes lui disent ah non, il ne faut surtout pas faire de grammaire. Je connais une prof de français en collège, pareil, qui s'est fait incendier parce qu'elle avait osé faire une dictée à ses élèves de collège, enfin ce qui était vraiment inimaginable. Bon. Donc on peut le faire. Le seul risque, c'est qu'on est mal noté, bon, ce qui n'est pas très grave, ça n'influe sur le salaire. Après, là où c'est plus compliqué, j'ai envie de dire, c'est sur les questions de discipline. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que je décris avec Daouda, c'est ça. C'est-à-dire si on veut maintenir des règles de discipline, eh bien, on a intérêt d'être très fort psychiquement parce que, je dirais, la plupart du temps, l'administration ne soutient pas et voire même a très peur de ça. Et donc, quand moi j'avais dit que, par exemple, je n'acceptais pas les élèves en retard, j'ai senti que ça posait quand même beaucoup de problèmes, que j'étais quand même un peu dictatoriale. Et que je n'allais pas être soutenue. Et d'ailleurs, on me ramenait les élèves que je n'acceptais pas en cours. On me les ramenait, donc je les revirais une deuxième fois. Mais c'est pour vous dire que justement, il y a la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se battre. On est dans une position où si on a des règles qui sont des règles de bon sens, ça c'est pas le bagne, hein, c'est pas Cayenne, mais on a des règles qu'on doit appliquer parce qu'on considère que sans ça, on ne peut pas faire cours de façon correcte, eh bien, on est un peu tout seul, quoi. Alors, c'est un livre qui est assez acerbe, disons assez noir. Enfin, les mots parlent d'eux-mêmes, le Titanic. Vous parlez même d'un désastre annoncé. En revanche, ça a quand même bougé à l'Éducation nationale, puisqu'il y a eu un nouveau ministre, le ministre Blanquer, dont beaucoup de personnes, même qui ne font pas partie de sa famille politique, enfin on ne sait pas trop quelle est sa famille politique, qui n'est pas forcément extrêmement politique justement, beaucoup de gens en disent du bien, on a l'impression qu'il va revenir sur des méthodes plus traditionnelles. Est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour relever l'école ? Eh bien, nous l'espérons, nous le souhaitons. Oui, enfin, de toute façon, je suis certaine que la majorité des Français approuvent complètement en tout cas les intentions du ministre. Moi-même, et je pense bien d'autres, ils sont très favorables aussi. J'apprécie énormément le fait qu'il s'exprime sans aucune langue de bois, ce qui nous détend énormément, parce je pense que j'ai jamais entendu un discours venant du ministère de l'Éducation nationale qui ne soit pas complètement englué dans la langue de bois. Il est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. La difficulté, je pense, alors je ne connais pas les arcanes ministériels et les rapports de force et les tensions, mais enfin, je pense que quand même, il risque d'avoir du mal avec les tenants du pédagogisme, grâce auxquels nous en sommes là aujourd'hui, qui sont quand même à des postes clés, qui sont là depuis longtemps, et qui, je pense, voient d'un mauvais œil sûrement se profiler cette nouvelle intention politique concernant l'éducation. Donc après, je n'ai aucun moyen de savoir qui va l'emporter. Et voilà, en tout cas, ce dont je suis certaine, par contre, c'est qu'au niveau on va dire, du peuple français, enfin des gens, très clairement, ils sont du côté du ministre. Donc avis favorable pour Blanquer. Très favorable. D'accord. Mais doit faire ses preuves quand même. Donc, je répète, Anne-Sophie Nogaret, du Mammouth au Titanic, la déséducation nationale, c'est aux éditions L'Artilleur. Merci Madame Nogaret. Et j'indique aux téléspectateurs que dans ce livre, vous trouverez également des dialogues en salle des profs qui valent le détour, ainsi que certaines histoires assez drôles. Merci. Merci à vous.